Bonsoir Laurent. Salut. Salut. Ce soir tu vas nous parler social, il me semble. Oui, Oui, oui. Donc je suis venu avec mon compère Johan, Hello. mon salut. technicien de choc et qui a bien d'autres talents qui sont invisibles à l'image parce que tout se passe en coulisses. Oula. Et Naya et Laurent ils nous ont fait venir au Geek Ferries on the Web cette année pour parler de la chaîne Point de vue social, une de nos activités. D'accord, une chaîne YouTube. Alors c'est une chaîne YouTube de sensibilisation et d'information sur le social en général, donc qui explique diverses choses, comme par exemple comment faire pour signaler un enfant qui se fait tabasser par Ouais. ses parents, comment faire pour aider un SDF qui dort dans la rue, comment faire Et numéro d'urgence. numéro d'urgence, qu'est-ce que c'est qu'un demandeur d'asile, etc., Mm, etc. mm, mm, mm. Vaste sujet que le social. Tout à fait, tout à fait. Donc du coup, on va peut-être commencer par te présenter, toi personnellement, ton rapport avec peut-être les Geek Ferries et puis. Oh mais c'est génial, c'est le point de vue, c'est notre logo. Les Geek Ferries, donc moi à la base je connais les Geek Ferries parce que j'ai fait plein de lolleries sur le net et sur la chaîne No Life depuis quelques années. Donc la Flanders Company, Damned et la série Noob, la plupart des gens qui me suivent sur internet me suivent parce que je suis apparu dans ces productions-là qui ne sont pas les miennes. C'est la Flanders et Damned, c'est Rudy Pomared et Noob, c'est Fabien Fournier. Je pense que la plupart du public qui regarde les Geek Ferries on the Web savent ces trucs-là. Et les Geek Ferries, donc je les ai connus par rapport à ça parce qu'ils nous invitaient régulièrement. Puis un jour, ça s'est fait. Je suis venu, j'ai kiffé. Et puis après, il y a eu tous les déboires des Geek Ferries, donc ils commençaient à avoir tellement de succès que c'était plus possible à l'endroit où ils étaient au tout début. Donc ils ont migré beaucoup, il y a eu plein de galères. Et après sont venus les Geek Ferries on the Web qui ont remplacé le festival qui était annulé. Et on a été plusieurs à les pousser au cul pour qu'ils fassent perdurer un petit peu cette tradition de faire les on the Web pendant l'hiver. Voilà comment j'ai connu l'équipe des GF. Et au niveau social, au niveau point de vue social, tes vidéos, du coup, est-ce que ça fait longtemps que tu avais le projet de faire ces vidéos-là? Est-ce que c'était un projet que tu avais en tête depuis un moment? Est-ce que c'est le social, c'est au final, tu en parles un petit peu dans tes vidéos, c'est ton métier, il me semble. Donc c'est un sujet qui te tient, je présume, à cœur. Oui, j'ai lâché beaucoup de choses pour réussir à bosser là-dedans, principalement d'un point de vue financier. Après, le reste, il y a du boulot partout, hein. Du moment que tu es prêt à mettre les mains dans le cambouis, on t'embauche. Il y a depuis 2007 que je bosse dans le social, ça commence à faire loin. Et l'idée de faire la chaîne, c'est venu. En fait, c'est né au Geek Ferries. C'est né au Geek Ferries. Si on regarde les replays de l'année dernière, c'était assez drôle parce que l'équipe sous-entendait que ce serait pas mal s'il y avait quelqu'un qui faisait une chaîne, qui parlait des bails du social, tout ça, Bon, appel du coude, wink, wink. À l'époque, tu étais déjà un peu en train d'y réfléchir. J'étais en train d'y réfléchir, c'est que j'en ai parlé avec eux avant. T'as et commencé à écrire tes premiers épisodes à peu C'est près à ça, quelle période? l'épisode sur par exemple le signalement d'un enfant maltraité, c'était Qui est un ton premier épisode pilote, ouais. Et je l'ai montré ici en fait. Je suis venu au GF on the Web. On a tourné l'épisode le jeudi. Et je suis arrivé le lendemain avec l'épisode ici sur clé USB pour le montrer à Naya, Laurent, Frédéric Baboulas, donc le papa de l'internet, Fujix Guru aussi, il a beaucoup de pseudonymes, Bruce Benamran, il pensait qu'il était là aussi, et pour leur demander ce qu'ils en pensaient, est-ce que c'était quelque chose d'intéressant, est-ce que ça avait sa place sur internet, donc ils m'ont dit oui, vas-y fonce, t'es fou, quoi, c'est super important. Il n'y a personne qui fait ça, voilà. Et en tout cas, il y a peut-être d'autres qui font ça, mais j'ai cherché, j'ai pas trouvé. Moi, j'ai beaucoup cherché des sources d'inspiration, donc j'ai cherché, j'ai jamais rien. Tout ce que j'ai trouvé, c'est des gens qui avaient 50 piges et qui parlaient pendant 1 heure sans cut, sans rien, et c'était super relou. Donc j'ai rien trouvé. Et c'est que plus tard que je suis tombé sur la vidéothèque d'Alexandrie, qui partage énormément de contenu culturel et où là, il y a beaucoup d'influences qui sont arrivées par la suite. Pour le projet, pour le pilote, j'ai tout de suite fait appel à Johan qui bosse avec moi sur d'autres contenus qui étaient de type LOL. Voilà, on faisait des fausses bandes annonces de films qui n'existent pas, du sketch, du machin. Enfin, c'était des vidéos rigolotes sur internet. Faut vraiment chercher pour les trouver.
Non, vraiment pas. Non, mais ne les cherchez pas, ça ne sert à rien. Et donc ça tranche vraiment avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, parce que là c'est du contenu sérieux, même s'il y a du LOL dans les points de vue social, parce que je peux pas expliquer quelque chose en restant sérieux plus de 10 minutes. Donc il y a du LOL, mais c'est parce que je fais de l'humour naturellement. Mais c'est vrai que ce sont des sujets qui sont quand même assez graves Ouais. dans leur contenu. Même Pas- si pas- tu arrives à mettre de l'humour dedans, ouais, mais c'est pas vraiment- toujours, pas Mm. toujours. Il y a des sujets, des fois c'est juste qui appeler si jamais tu te casses le bras, enfin voilà, entre le 15, le 18, le 112, le 114. Donc il y a des trucs, ça va. Après c'est vrai que quand tu attaques des sujets comme la pédophilie et le détournement de mineurs, Mm. voilà, tu fais regarder l'épisode à beaucoup de personnes avant de le Mm. passer en public sur YouTube, quoi. Et quelles ont été tes motivations pour justement proposer ce contenu social? Tu expliquais déjà parce qu'en fait, d'une part, il n'y avait pas beaucoup de monde qui le proposait. Et toi, du coup, le social, c'est vraiment quelque chose qui au final, te tient à cœur, c'est ça? Bah, moi je suis rentré dedans volontairement en fait. Avant je faisais pas tout ce métier-là. Mm. Et j'ai commencé à bosser dans le social parce que ça m'intéressait. Et comme ça m'intéresse, c'est presque mon passe-temps en fait. Tu vois, si tu fais un taf et que quand tu vas bosser le matin, tu es content d'aller bosser, tu as tout gagné, quoi. Et donc c'est un peu mon moteur depuis 2007. Mhm. Et donc à force d'en parler autour de moi quand je suis pas au boulot, parce que c'est un truc qui te passionne en général, quand tu es passionné par le jeu de rôle, t'en parles pas que quand tu es dans une partie, t'en parles aussi, tu saoules tes potes avec, machin, tout ça. Mm. Et une partie de mon entourage trouvait ça vachement intéressant, posait plein de questions, et progressivement, quand ils avaient une galère ou un problème, ou qu'ils connaissaient quelqu'un qui était en galère, ils venaient, ou ils m'appelaient le soir au téléphone pour me demander des conseils. Et puis ils me disaient, mais merde mec, attends, t'as plein de gens qui te suivent, t'as plein de gens sur Twitter, Facebook, par rapport à la Flanders, No Life, Japan FM, tout ça. Pourquoi tu fais pas des vidéos en fait, plutôt que de répéter la même chose au cas par cas quand les gens viennent te voir, tu balances ça sur le net, tu vas pouvoir toucher plein de personnes, ce serait ouf. Et donc voilà. Mais on était vachement, oh, surtout moi, j'étais vachement stressé au début de balancer ça parce que c'est le mélange d'humour avec contenu social. On se demandait comment ça allait être pris, Ouais. même si c'est moi, parce qu'au début c'est ma fanbase qui est venue en premier Mhm. voir les vidéos, donc il y a eu une grosse vague de pouces vers le haut sur les vidéos. Il y a beaucoup de commentaires positifs, donc Mhm. quelqu'un qui aimait pas, il disait oh là je joue pas à domicile, si je mets un truc malveillant, voilà, je vais mal être reçu. Donc ça m'a un peu protégé au début. Et avec le temps, je me suis rendu compte que les gens sur Internet ont été extrêmement bienveillants en fait avec l'accueil de la chaîne. À 98%, ouais, c'est vraiment que des commentaires sympas, des gens qui apprécient, Encourage. qui encouragent, qui vont donner des précisions, mais voilà, vraiment, vraiment très bienveillants. Voilà, 98%, c'est à peu près ça. Parce que tu as beaucoup de gens qui connaissent très bien les sujets qui sont abordés dans les vidéos de vulgarisation. Mhm. On voit Bruce tout le temps, il y a des bastons dans les commentaires, voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent très bien les sujets et qui comprennent pas forcément le principe de vulgarisation. Donc ils vont venir en disant oui mais tu n'as pas précisé ça, tu n'as pas dit ceci, tu n'as pas dit cela. Et mais c'est fait avec bienveillance. Tu sens que il dit, ah c'est dommage que tu n'aies pas dit ça parce que machin. Donc, Ouais. du C'est coup plus il y a... en fait des conseils peut-être pour Ouais. t'aider, pour Ouais, corriger, après ou alors pour apporter plus de précision aux commentaires pour ceux qui lisent les commentaires. c'est ça, pour, c'est ça. Les gens ouais. lisent pas les commentaires de toute façon. Rien que la description. Enfin, je vois dans les commentaires les questions qui reviennent tout le temps, c'est souvent les mêmes. Ouais. Et c'est pour ça qu'après on a fait d'autres formats sur la chaîne, parce qu'il y a les épisodes classiques qui font moins de 10 minutes, où on essaie de traiter un sujet rapidement parce que Internet. Et voilà, les gens cliquent sur du contenu court et pas sur du contenu long. Donc, comme notre but, c'est de toucher le plus de personnes possible avec nos informations, Mhm. on a opté pour une formule courte, mais derrière, il y a d'autres formats. Donc, il y a les SAV, donc ça c'est quelque chose que j'ai récupéré à Fujiguru, c'est les services après visionnage, où en fait on reprend, c'est une sorte de FAQ, mais que des épisodes Ouais. où on répond pas ouais vanille ou chocolat, ouais tu portes quoi comme sous-vêtement. Là c'est vraiment une FAQ sur des épisodes bien précis où on va Approfondir, en fait. approfondir, et là pas de limite de temps. Si Ouais. les mecs ont posé des centaines de questions pertinentes, Mm. on prend le temps, on fait ça. Si ça prend 15, Et 20, où 30 tu te minutes. bases sur les commentaires en fait de la vidéo Exactement. principale. Exactement. Mm. Et sur on- les messages privés, les mails, les choses on a comme beaucoup de ça. messages privés. Les gens Mm. ont peur de s'afficher avec leurs problèmes ou d'être identifiés Mhm. sur les réseaux, même avec les pseudos, machin, c'est facile de se faire pister. Donc ils envoient beaucoup de messages privés avec des problématiques ou des questions parfois un peu naïves, qui sont un peu maladroites, mais je veux dire, ils viennent avec curiosité, donc il n'y a pas de raison qu'on leur réponde pas. Et que nous aussi, on ait vis-à-vis d'eux la même bienveillance. En fait. Mhm.
on se rend pas toujours compte en fait du boulot que c'est de faire un épisode tel que les points de vue social qui sont finalement des vidéos qui sont, comme tu le dis, assez courtes, je crois, 5-7 minutes C'est ça, en général. C'est entre 7 et 10 minutes les épisodes. Entre 7 et 10 minutes. Et toi, en fait, comment donc du coup, tu conceptionnes ces vidéos? Tu pars, j'ai cru comprendre que tu avais déjà les idées des épisodes prochains en tête. Tu les mets sur papier, t'écris le script. Alors on a un document, on utilise Google Drive, en fait, on crée un document Word en ligne, et donc j'ai mon arme secrète, Johan, qui m'aide énormément pour l'écriture, mais c'est un truc de ouf. Parce que l'idée de base, en fait, si tu veux, moi c'est le fond, et la forme ça va être Johan. Parce que le souci, quand tu connais trop bien un sujet, moi, surtout moi, c'est que j'ai énormément de difficultés à être synthétique. J'ai envie de donner toutes les informations, alors que la plupart des informations que je vais donner dans la première mouture de l'épisode, on s'en fout en fait, ça sert à rien. C'était en particulier d'ailleurs sur le droit d'asile, où vraiment, comme c'est un sujet que tu as énormément pratiqué, en gros tu ne faisais plus un épisode de point de vue social, tu faisais une thèse. Voilà, je faisais un mémoire. Au bout de 4 pages, j'ai arrêté parce que je dis non, 4 pages, j'ai à peine fait l'introduction, et 4 pages c'est la limite. Je vois au nombre de pages que je fais sur le drive, et je sais que 4 pages, c'est un épisode. 4 pages, 5 pages, c'est vraiment la limite haute. 5 pages, suivant comment le texte est dense, ça peut faire entre 9 et 12 minutes. Donc on essaie de faire attention à ça. Donc là, tu avais pratiquement un épisode entier d'introduction. Donc on a synthétisé ensemble. Yoann il m'a dit vire ça, ça reformule-le différemment. C'est même sur cet épisode-là, en fait, au téléphone, je t'ai dit, mais là, faut carrément le recommencer, en fait, dans une autre optique, quoi, parce qu'on était vraiment parti sur quelque chose qui était vraiment pas du tout, qui était plus du tout dans l'esprit de point de vue social. C'était pas synthétique et c'était pas très concret pour les gens qui regardent. Ça s'adressait aux spécialistes. Puis c'était indigeste en plus, parce que là, c'est très facile de devenir chiant quand tu parles de ça. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rassemblé toutes les informations qui me semblaient importantes, et on a découpé ça en 2 par thématique. Donc le premier, qu'est-ce que c'est le droit d'asile, et le deuxième épisode, la procédure. La procédure qui pour le coup est une vidéo bonus, parce que là c'est vraiment de la paperasse, il n'y a presque pas de trucs drôles dedans, c'est vraiment de la pure information, mais c'est juste de la culture G, parce que les gens qui regardent YouTube, ils vont pas faire une demande d'asile. Voilà. C'est juste pour ceux qui s'intéressent à quel est le parcours d'un demandeur d'asile, qu'est-ce qu'il doit faire comme démarche de A à Z. Bah voilà, c'est ça qu'il doit faire, donc c'est pas si simple que ça de faire une demande d'asile. Tu dis que c'est de la culture générale, mais au-delà de ça, moi je trouve un autre intérêt dans tes vidéos, enfin en tant personnel, c'est mon expérience personnelle, mais moi qui suis personnel de santé, donc je suis médecin de profession, c'est des procédures que je ne connais pas toujours, mais par contre, qui concernent mon quotidien quand je suis face à des patients qui sont eux concernés par ces procédures, et avoir des rappels, ou alors même découvrir ces notions. Quand tu vois quelqu'un arriver avec une couverture maladie universelle complémentaire, et bah tu dis ah bah oui. Ouais. Et non, et ce n'est pas que de la culture G pour moi. Je pense qu'il y a certaines personnes qui peuvent être aussi touchées et concernées par tes vidéos. J'ai tellement pratiqué Enfin tellement, il y a des gens qui pratiquent ça depuis 30 ans, donc voilà, je suis rien à côté d'eux, mais disons que comme j'ai beaucoup travaillé dedans, en fait c'est un kiff que je me suis fait, quoi. J'avais envie de parler de ça. Ça va intéresser personne, mais c'est pas grave, j'ai besoin de me débarrasser de ça dans ma tête. Comme ça, après, on peut passer à d'autres sujets. Et il y a déjà plein d'autres sujets pour la prochaine saison. Il faut que j'écrive pour pouvoir penser à autre chose, parce que là, ça se bouscule dans ma tête, les idées. Tu peux, en parlant de ça, est-ce que tu peux faire un teasing, ou tu préfères garder ça après, on change beaucoup d'idées en fonction des rencontres qu'on fait et des collaborateurs avec qui on peut échanger. Parce que quand c'est pas ma partie, je fais des Skype avec des professionnels, on se passe des coups de fil, je rencontre les gens. Il y a plein de choses qui se font en amont de l'écriture. Et après, une fois que l'écriture est faite, je leur envoie les épisodes pour qu'ils les checkent. Parce que ce qui m'explique, je synthétise, on vulgarise. Et en vulgarisant, il faut faire attention à ne pas dénaturer les propos. Donc je renvoie, surtout quand il y a du droit, donc là c'est vraiment compliqué. Donc je fais vraiment checker énormément de choses avant de tourner. Et les thèmes qu'on aimerait aborder, donc il y a le don du sang. Donc don du sang, don de plaquettes et don d'organes. Il y a les préconisations ou les contre-indications les plus courantes qui empêchent de donner son sang, comme notamment là en ce moment il y a beaucoup de choses qui changent au niveau de l'homosexualité. Voilà. Je me suis beaucoup renseigné dessus, il y a des choses extrêmement intéressantes là-dessus. Pourquoi les homosexuels ne peuvent pas donner leur sang, pourquoi ils peuvent le donner là s'ils n'ont pas de relation sexuelle depuis 1 an.
mais en fait c'est pas le cas parce que c'est pas encore mis en place. Il y a plein de trucs là, et donc il faut attendre le bon moment parce que quand il y a des choses qui sont en train de bouger, tu dis je vais reculer un peu la vidéo, que ça se stabilise un petit peu parce que sinon ça fait une vidéo qui est obsolète au bout de 2 mois et c'est pas intéressant. Ça fait du contenu jetable, il faut que ça soit utile un certain temps quand même, sinon Après la difficulté ça reste de trouver le point où on juge que c'est acceptable d'en parler parce que comme c'est du social, ça bouge tout le temps en fait, et c'est vraiment compliqué de trouver un point où on se dit bon là c'est le moment et ça bougera pas trop dans les 12 prochains mois et donc on peut y aller quoi. Mais c'est des rencontres en fait. Il y avait par exemple la Croix-Rouge. On a fait un épisode sur la Croix-Rouge parce que moi je suis allé au festival Epitanime en mai. Et il y avait des mecs de la Croix-Rouge là-bas. Et je me suis dit tiens je vais leur parler, blablabla, c'est quoi la Croix-Rouge, qu'est-ce que c'est les histoires et tout. Il m'explique. Et je discute 1h30 avec le mec quoi. Le mec il faisait ça depuis 7 ans. C'est super rare de faire ça pendant 7 ans à la Croix-Rouge. En général il reste pas moins longtemps que ça. Mais le mec il connaissait tout. Je suis tombé sur le bon gars. Et je suis sorti, j'ai croisé Johan qui était là et je dis Johan c'est bon, à la rentrée on fait un épisode sur la Croix-Rouge parce que c'est craqué, vas-y je vais t'expliquer, c'est pété, je vais t'expliquer le truc. Et donc c'est les rencontres et là j'ai pu discuter avec eux, mais il y a aussi là par exemple il n'y a pas longtemps, là je suis papa depuis peu de temps et du coup comme j'allais être papa, j'ai fait les examens sanguins pour voir s'il y avait des trucs au niveau des problèmes génétiques ou de machin par rapport au groupe sanguin de ma femme. Et j'ai découvert donc, que ça faisait des années que je donnais mon sang mais sans savoir mon groupe sanguin. Donc là j'ai testé mon groupe sanguin et je suis O négatif. Donc je suis donneur universel. Donc j'étais tout content, machin, tout ça. Et du coup je le publie sur Facebook. Ouais putain je suis donneur universel, c'est cool, je vais pouvoir... quand je donne mon sang je sais que je suis sûr que ça va forcément servir quoi. Et tout de suite, ça a viré tous mes potes gays qui ont dit ah bah toi au moins tu peux donner ton sang. Et c'est parti en débat sur le don du sang homosexuel. Moi j'étais comme ça, mais c'est pas le sujet les gars, j'étais juste machin. Et là t'as compris que c'était quand même un peu le sujet quand même. Et que c'est le sujet quand même et que tu peux pas parler du don du sang sans que ça parte dans les 30 secondes en débat sur le don du sang pour les homosexuels. Donc je me suis dit bah on va faire un épisode là-dessus, mais avant je vais étudier le sujet, je vais poser des questions, je vais rencontrer des personnels de l'EFS, enfin voilà, je vais... Et donc il y a un truc qui est en préparation par rapport à ça, pour vraiment expliquer aux gens pourquoi y a cette discrimination qui est faite. Parce qu'à la base, c'est bienveillant, c'est pour limiter les risques qu'il y ait des transmissions de maladies, mais c'est discriminatoire. Tu regardes, si par exemple on découvre qu'il y a quelque chose qui est une maladie qui est typiquement chez les personnes d'Afrique subsaharienne, donc les Noirs, comme on dit dans le social Afrique subsaharienne, qui se transmet par le sang, c'est pas de leur faute. Mais on va leur dire vous donnez pas votre sang. C'est discriminatoire. Mais donc justement moi je pense complexe comme sujet. Je pense justement que tu le ferais pas sur ce sujet-là. Tu le fais sur les homosexuels, mais c'est tout aussi choquant que de dire que j'exclus une communauté par leur couleur de peau, machin. Voilà. C'est le même type de discrimination. C'est pareil, c'est discriminatoire. Après que ce soit bienveillant ou pas, peu importe. Qu'il y ait une bonne raison à la base n'empêche pas que c'est une discrimination quand même. Et d'essayer d'explorer le truc et de voir d'où vient cette discrimination, à quelle époque ça a commencé, à quel moment on a sorti les homosexuels du don du sang. Justifie en fait parce que. Et il y a plein de choses comme ça, mais sur une simple question, sur un simple commentaire Facebook. Moi ça fait tilt en fait, je dis mais pourquoi il y a ça en fait? Et je vais chercher et j'appelle les institutions, je leur dis ouais est-ce que vous pouvez me renseigner machin, parce que je me pose la question. Et je creuse et puis je me dis bah les gens creusent pas, ils râlent, mais la plupart savent pas. Parce que voilà, je leur dis mais pourquoi? Je dis bah je sais pas. Moi en 30 minutes je savais. Parce que j'ai appelé les institutions, machin, je ferai un épisode là-dessus pour vraiment. Je veux pas en parler comme ça en freestyle parce que je vais me casser la gueule. Ouais, bien sûr. Mais y a des choses à dire dedans. Il y a des choses très très graves. Il y a des choses qui sont intéressantes. Donc faut voir. Je balancerai toutes les infos, toutes les explications pourquoi on en est venu à ça et pourquoi ça va changer, ça va évoluer. Et donc voilà, et les sujets viennent comme ça en fait, c'est les rencontres, c'est des trucs qui font tilt parce que sur les réseaux tu vois quelque chose qui... Les gens reviennent souvent vers toi avec des questions. Il y a un moment donné, ce soir il y a Serwan, on était à une autre soirée là, une soirée qui se passe en même temps que celle-là, donc on court dans les métros, on passe d'une soirée à l'autre là ce soir. Et il me disait, mais c'est vrai que quand tu te balades dans la rue, tu es obligé d'avoir une somme minimum sur toi? Sinon, on te considère comme SDF, machin, tout ça. Et je lui dis, je sais pas, je vais vérifier. Et là, demain, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler mes potes avocats, je vais leur poser la question, quoi. Mais c'est quoi cette histoire? Parce qu'il y a plein de lois de dingue, il y a plein de lois débiles qui existent, parce que c'est des lois qui ne sont jamais appliquées.
mais qui n'ont jamais été supprimés. Et donc c'est intéressant. Comme le fait que le pantalon pour la femme était interdit. Je crois que ça a été supprimé il n'y a pas longtemps. Oui, il n'y a pas longtemps. Mais par exemple, je crois que c'est à la bourse de Paris, il y a un écriteau qui a été laissé et il y a marqué dessus interdit aux militaires, aux femmes et aux chiens. Parce que ça date d'il y a super longtemps de ouf, tu vois, parce que les femmes, elles ont le droit de vote depuis quand? Depuis 54, je crois, un truc comme ça, je sais pas. J'ai pas envie de dire bêtises, mais voilà, c'est ridicule depuis combien de temps elles votent les femmes à l'échelle de toutes les républiques qu'il y a eu. Et c'est marrant de voir ces vestiges du truc et de dire, putain, on part de loin quand même, parce que tu dis, les militaires, bon, ok, ils ont des armes, les femmes, ouais, bon, la finance, milieu masculin, parce que patriarcat, machin, tout ça. Et les chiens. les trois sur le même panneau, même niveau. Il faut déjà être content qu'ils ont mis les chiens après les femmes. Mais ça me rappelle le film de Bruce Lee, La Fureur de vaincre, où justement il y avait le racisme des Japonais envers les Chinois ou l'inverse, tu vois, quand il voulait rentrer dans un parc et t'as un mec qui l'interrompt, non, interdit aux Chinois et aux chiens, c'était marqué aussi. Donc tu vois, c'est le même délire, tu vois, tu dis c'est chaud de ouf quand même. Et c'est plus le cas, évidemment, une femme rentre dans la bourse de Paris, c'est bon. Et moi je pense que d'ici 10 ans, quand on reverra les trucs dont du sang avec des trucs où c'est marqué clairement interdit aux homosexuels, machin, ça nous fera le même sentiment en fait. On se dira, mais ça nous faisait pas tilt à l'époque, tu vois, on considérait que c'était presque normal. C'est ça, mais ce qu'on trouve normal maintenant, on le trouvera dingue dans 10 ans. Il y avait une interview chez Mademoiselle où on parlait de féminisme et de machin, je disais, mais putain, mais si tu m'amenais moi à 18 ans devant moi, ce que je pensais à l'époque du féminisme, mais je me jetterais à moi-même des cailloux. C'est-à-dire que parce que je trouvais que c'était inutile, machin. Non, parce que j'avais pas toutes les infos. Je savais pas je connaissais pas tout ce qui était différence de salaire, à qualification égale. J'avais pas tous ces éléments. Donc c'est pour ça que, point de vue social, en fait, on s'est dit qu'on va donner un maximum d'éléments pour que les gens ils se forgent leur propre opinion, mais au moins ils ont tous les bails. C'est-à-dire qu'ils vont pas se dire oh moi je pense ça parce que j'ai entendu un mec machin. Non mais prends tous les éléments, t'observes tout ça et après tu prends une décision. En essayant à chaque fois de rester objectif. On peut pas forcément rester consensuel. L'émission s'appelle Point de vue social. Point de vue social, donc on peut pas. Il y a des certains sujets de toute façon où ça serait inintéressant de rester consensuel. Donc on va donner notre avis, quoi. Fondamentalement c'est un tout petit peu à gauche, point de vue social. Non mais c'est surtout que même sur certains sujets on sera pas forcément d'accord entre nous. Donc déjà à l'écriture, donc il y a beaucoup de précautions oratoires dans l'écriture des épisodes parce que le but c'est pas de juger les gens. L'épisode donner de l'argent à un SDF pour interrogation. En fin de vidéo on explique voilà le but de la vidéo c'est pas de juger ceux qui donnent pas. C'est pas de culpabiliser, je déteste ça. Et faire culpabiliser quelqu'un pour le sensibiliser à quelque chose c'est la pire des idées que tu peux avoir sur internet. Sauf si ton but c'est de buzzer. Là tu vas faire un bad buzz, tu vas buzzer, tu vas être content, tu auras des clics et puis voilà. Mais c'est que le but de la vidéo c'était que les gens qui ont envie de donner ne s'abstiennent pas de le faire pour des mauvaises raisons. Donc d'expliquer un petit peu les préjugés qu'on peut avoir qui sont quelquefois erronés. Et de voir de ne pas juger un SDF à l'apparence parce que des fois ouais, il n'a pas de barbe, et parce que voilà, on peut se faire couper les cheveux gratuitement, on peut avoir des fringues propres, on peut machin. Il y a plein de trucs comme ça des clichés sur les SDF que je voyais tous les jours et donc c'est pas des SDF au sens où on l'entend, mais moi j'ai fait beaucoup de mises à l'abri pour des personnes qui dormaient dans la rue, donc des demandeurs d'asile primo-arrivants ou alors des mineurs isolés étrangers qui étaient à la rue, qui avaient 17, 18 piges. Et donc c'est pas le SDF comme ça, avec la barbe qui avec sa bouteille de rouge, connard, donne-moi une pièce, machin. Mais c'était des SDF, c'était des gens qui étaient sans domicile fixe. Et justement, il y a plein de profils de sans domicile fixe. Et j'avais envie un petit peu de casser un petit peu ce cliché de gros barbu avec le pantalon qui pue l'urine et la barbe qui pue le vomi refroidi. Et puis la bouteille dans la main. Et la bouteille dans la main, alors que oui, il y en a évidemment, mais c'est pas que ça. Et c'est vrai que c'est un cliché populaire qui fait que dans sa tête, si le mec qui fait la manche ressemble pas à ça, tu lui donnes pas parce que tu te dis non mais le mec c'est bon, il touche le RSA, il est propre, il a un appart, il fait ça parce qu'il a la flemme. C'est dangereux. C'est dangereux de mettre son cerveau sur pilotage automatique à ce point-là. Faut remettre sans arrêt en question ce qu'on croit savoir. Et moi, je vérifie tout le temps ce que je dis. Sur la demande d'asile, je suis allé à la pêche aux infos, malgré le fait que j'ai fait ça pendant 8 ans avant de changer de poste. J'ai été à la pêche aux infos et c'est là que justement dis donc, j'ai bien fait parce qu'il y a une réforme de la demande d'asile au 1er novembre. Et la vidéo, on l'a tournée avant, mais elle était publiée après. Donc du coup, il faut sans arrêt se remettre en question. Quand on croit savoir quelque chose, c'est là qu'on
faut faire gaffe. Faut pas faire gaffe avant de mettre des infos sur le net. Après, tu peux te ridiculiser, c'est pas ça le plus grave. C'est qu'après, il y a des gens que ça peut mettre en galère parce qu'ils vont faire un truc inapproprié. Et voilà, concernant l'avenir de ta chaîne de votre chaîne et de vos vidéos, je sais pas si on peut dire vôtre. Ah bah oui, mais Johan, c'est un truc de ouf. Ouais. Johan, il est pas là, il n'y a pas point de vue social. Voilà. Moi, j'écris les épisodes, mais déjà les épisodes, il les retravaille, il les synthétise. Parce que sinon, les épisodes, ils feraient 1 heure, hein, concrètement. Et au niveau du montage, bah, ce serait du vlog à la Cyprien, quoi. Tu vois, je serais comme ça dans une pièce, il n'y aurait pas de fond vert, il n'y aurait pas d'effets spéciaux, il n'y aurait pas de générique, il y aurait très peu de musique, parce que le mixage, je ne sais pas faire. Donc Johan s'occupe vraiment de toute la partie technique et il synthétise énormément le contenu, donc au niveau de l'écriture et au niveau du montage aussi. Il vire énormément de rushs qui alourdissent les épisodes et qui au final on se rend compte sur le montage final que ça on peut le virer, ça on peut le virer, ça on peut le virer, ça reste compréhensible et plus une vidéo est courte sur internet, plus elle va être regardée et plus ton message a des chances de passer. D'accord. Donc du coup, j'allais dire sur l'avenir de votre chaîne, vous pensez à aborder d'autres formats de vidéos? Comme tu le dis, c'est vrai que ce format court, c'est un format qui vous convient, qui vous plaît, qui plaît aux gens de toute façon. Vous pensez rester sur ce format-là? Actuellement, on a 4 formats en fait. Oui. Parce que là, il y a le format classique et les formats SAV. Et derrière, en fait, on a les mini. Ouais, il y a les mini point de vue social. Donc ça, c'est des formats. La réalisation, en gros, c'est du Draw My Life. Et en fait, on voulait juste répondre à des questions qui étaient très courtes et où un épisode de 10 minutes ne se justifie absolument pas. Même 5 minutes, ça aurait fait vraiment... comme il y a une phrase dans Bilbo, je crois que c'est dans Le Seigneur des Anneaux, où Bilbo il dit je me sens comme du beurre qu'on aurait étendu sur une tartine un peu trop grande. Et ça fait un peu ça. Et du coup, quand tu te dis en 60 secondes, 2 minutes, tu peux répondre à une question, il faut trouver un autre format. Et un truc fun à regarder, machin, et avec une vraie identité graphique pour que les gens soient pas perdus, qu'ils se disent chaque format a une identité graphique et du coup voilà, ça je sais que je suis parti pour 10 minutes, ça c'est un truc court, donc en avant YOLO et puis on peut répondre de manière très très rapide. Là on en a sorti qu'un seul pour l'instant, c'est les urgences vétérinaires. Que faire quand tu as ton chat qui se pète une patte et qu'il est dimanche 1h du matin, qu'est-ce que tu fais? Il y a un numéro d'urgence unique, qu'est-ce qui se passe, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Et après il y a l'inverse en fait, tu as les formats XXL où là c'est un format qu'on voulait utiliser pour des sujets où on ne pouvait absolument pas faire 10 minutes. Et généralement d'ailleurs, c'est des épisodes qui viennent en complément d'un épisode standard. C'est-à-dire qu'on a déjà parlé du sujet et il y a encore plein d'autres choses à dire. Et donc voilà. C'est ça. Et du coup, cet épisode-là sert justement aussi à faire venir des personnes sur le plateau pour s'exprimer, donc de passer le micro à d'autres personnes. Chose que je ne fais pas avec Johan, t'as vu depuis tout à l'heure c'est moi qui parle, mais lui... Mais tu parles très bien, c'est bon. Et donc le premier numéro du XXL, c'est avec Frédéric Baboulaz, donc, qui travaille dans l'accompagnement d'enfants autistes, et qui avait énormément d'expertise là-dessus. Et c'était nul que j'apprenne par cœur tout ce qu'il avait à dire pour le recracher, pour faire genre ouais vous avez vu je sais tellement de choses que voilà vous me voyez tout le temps moi. C'est important de donner la parole à d'autres personnes parce qu'en plus ils sont qualifiés, ils maîtrisent le sujet et c'est intéressant de voir d'autres visages aussi parce qu'il peut y avoir des professionnels comme il peut y avoir des malades, comme il peut y avoir des personnes qui sont bénévoles dans certaines assos. Donc il y a plein d'idées de format XXL où là en fait on s'est dit si on fait un épisode avec un sujet pareil, on va faire un SAV qui va faire 1h30. Donc autant faire un XXL où là c'est un format un peu talk show où je vais poser des questions, où je vais faire semblant de ne pas maîtriser le sujet parce que c'est quand même un peu mise en scène. Je pose des questions un peu idiotes naïvement pour que justement donner des trucs. De toute façon c'est de la réelle, c'est de la mise en scène. Quand on fait les SAV, je suis derrière l'ordinateur, je suis comme ça genre... je monte l'épisode. Oh, vous êtes là. Alors aujourd'hui, voilà, c'est de la mise en scène, mais c'est justement pour qu'il y ait une identité graphique bien définie et que les personnes puissent se dire tiens voilà cet épisode là il est différent parce que c'est un XXL. Ok. Donc l'avenir de la chaîne, toi tu le vois dans un peu la continuité de ce que vous avez fait jusque là, dans un rythme de parution que tu veux garder constant? Là ça va être compliqué parce qu'il y a alors là on avait tourné pendant un an, on faisait une vidéo, on faisait très régulièrement des vidéos. Là je crois qu'on a combien? Si on vire les vlogs et puis les bandes annonces machin qui annoncent des vlogs, on a une quinzaine de vidéos.
Une quinzaine de vidéos compteurs. Un tout petit peu moins, mais c'est vrai qu'on a 8 épisodes principaux, un XXL, un mini, des SAV, enfin on a des lives aussi, des lives pour une seule année d'existence, c'est clair que les lives c'est chaud, c'est vraiment si on s'intéresse au sujet parce que les lives là des fois les lives ils font 1 heure, 2 heures. On a fait un live sur l'autisme, on a fait plus de 4 heures de contenu sur l'autisme, un truc comme ça. Parce qu'on a fait un épisode d'introduction sur les préconisations, sur le dépistage et puis la prévention, puis tout ce qui est handicap mental infantile, pas forcément l'autisme, parce que l'autisme, le dépistage, il se fait pas avant la naissance, c'est pas possible. Pas pour l'instant en tout cas. Ouais, non, c'est de plus en plus. C'est le plus tôt, c'est 8 mois, 7 mois, mais dans le ventre. Il commence à y avoir un dépistage, bon, c'est encore en cours dans, de recherche. Dans l'utérus, c'est mort. Maintenant, il se met à avoir un dépistage par marqueur sanguin anténatal, mais c'est encore à l'étude. Enfin bon. Ouais, ça progresse tous les jours, on en apprend tous les jours sur l'autisme. Rien qu'en France, on a 50 ans de retard sur les États-Unis, donc peut-être que bientôt on la saura davantage. Mais on a fait une vidéo donc là-dessus. Après, on a fait un XXL donc de 45 minutes, je crois, ou une demi-heure. Un petit peu moins de 45 minutes. Et après, on a fait un live de 2 heures parce que les gens nous ont posé des questions, mais au bout de 2 heures, ils continuent à poser des questions, ils continuent. Et c'est nous qui avons dû dire stop. Alors qu'au début, on avait peur de ne pas avoir assez de questions et finalement. Après, les questions tournaient en rond parce que les gens qui arrivaient un petit peu en retard, on a été obligé de leur dire écoutez, il y aura le replay, vous pourrez vous regarder le replay du live. Et puis on a dû couper parce qu'on aurait pu faire un live de 6 heures. Mais c'est vrai qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un public qui était vraiment intéressé par ce genre de sujet et même de rentrer dans le détail, vraiment des questions assez pointues sur techniquement comment on fait quand on est face à tel ou tel malade, machin, c'est vrai. Et c'est intéressant de voir en fait qu'Internet, ça permet de fédérer des niches comme ça sur un sujet aussi spécifique que l'autisme chez certaines personnes, voilà, et de voir qu'on a des centaines de personnes qui arrivent, qui regardent et qui posent des questions, quoi. Et le XXL, c'est le format qu'on trouve vraiment le plus adapté au sujet qu'on traite, au sujet donc AUX, donc tous les sujets qu'on a envie de traiter. Si on pouvait faire un XXL sur chaque sujet, ce serait vraiment top. Par contre, c'est le plus chiant à réaliser parce que il faut 3 caméras, des lumières, en fait, H4n et tout ça. Et depuis 1 an, en fait, on tourne beaucoup sur le prêt de matériel d'amis qui soutiennent le projet depuis le début. Et le souci pour faire un XXL ou un tournage de point de vue social en général, mais surtout le XXL, c'est qu'il faut trouver le week-end où personne n'a besoin de son matériel. Tout le monde, il y a un week-end. Alors il faut un aliment des planètes, vraiment là, quand tu arrives à trouver ça, derrière tu fais un euro million. C'est chaud. C'est pour ça qu'en 1 an, on en a sorti qu'un seul, parce qu'on pouvait pas. Ouais, il n'y a pas eu d'autres créneaux. On pouvait pas en faire davantage. Déjà, on n'a pas commencé les XXL au tout début de la chaîne, et c'est vrai que les XXL, on est parti vraiment plus sur un setting télé en fait. Donc on a inspiré de l'extra live de No Life avec Thierry Falcoz. Toutes les émissions de plateau un peu débat ou voilà, donc du coup on a plusieurs caméras. Le montage il est pas compliqué, on le fait en temps réel, on switch les caméras et voilà, ça c'est pas compliqué. Mais du coup c'est vrai que ça demande, c'est pas aussi facile à réaliser que du vlog type YouTube avec une seule caméra et toi tu parles dans ta caméra, ça demande plus de matos effectivement. Ouais. Et c'est pour ça que du coup là on voit l'image qu'elle a depuis le début. C'est qu'on s'est posé la question de savoir comment on pourrait faire pour financer du matériel pour qu'on puisse être autonome, pour qu'on puisse produire du contenu plus facilement. Parce que là, comme tu dis tout à l'heure, voilà, je suis papa. J'ai changé de boulot, donc j'ai un nouveau boulot qui me prend énormément de temps. Parce que maintenant, moi aussi, je bosse dans l'autisme. Et donc, je suis dans une unité d'enseignement maternel avec des enfants autistes où on fait de l'inclusion scolaire, donc tout ce qui est développement cognitif, voilà, de l'apprentissage de différentes tâches, la propreté, le langage, etc. Et ça prend beaucoup de temps et j'ai plus le temps de courir aux 4 coins de Paris pour récupérer du matos le soir après le taf, faire les tournages le week-end et puis en fin de week-end courir pour rapatrier tout le matos pour que les copains puissent en profiter dès le lundi et après repartir au boulot. C'est plus possible parce que la vie de papa c'est chaud. Et donc on s'est dit si on veut continuer à un rythme de production qui est satisfaisant, traiter les sujets parce qu'il y a tellement de sujets à aborder et surtout de maintenir un niveau de qualité qui est équivalent parce que sur YouTube tu peux commencer avec des trucs dégueulasses et il y a une marge de progression que tu peux avoir donc la qualité est tolérée sur YouTube, la qualité de merde, si tu as une marge de progression par contre, tu peux pas régresser. Et là, on a sorti plein de vidéos en décembre, mais c'était des vidéos moches, où il n'y avait pas de fond vert, machin, parce qu'on avait des choses à dire,
mais on n'avait pas le temps, donc on l'a fait à l'arrache comme ça. On aurait pu mettre du fond vert, etc. Mais ça aurait été compliqué, donc on l'a fait rapidement parce qu'on voulait donner les adresses utiles pour que les SDF puissent trouver des coins pour trouver des repas chauds sur Paris, ou se laver, ou trouver des intervenants sociaux pour pouvoir faire de la réinsertion, pour pouvoir ouvrir des droits à la sécurité, à l'assurance maladie. Et une vidéo de 2 minutes, voilà, on s'est dit on va la faire vite fait comme ça, allez, on l'a filmée devant mon canapé. Ouais. Mais du coup, la vidéo qui parle des SDF qui est sur fond vert, elle a été vue plus de 30 000 fois. Et celle-là, elle a été vue 900 fois au bout d'un mois. Ouais, ça s'est ressenti un petit peu sur le... Oui, voilà, parce que tu vois la miniature, c'est dégueulasse, tu ouais. cliques pas, c'est normal. Donc on s'est dit, putain, c'est chaud. Ouais. Donc pour devenir autonome, j'ai demandé à beaucoup de personnes si c'était légitime du coup de demander de l'argent pour faire du contenu comme ça. Parce que du coup, c'est ouais, donnez-nous des sous pour faire du contenu qui parle de gens qui n'ont pas de sous. Et tous les potes m'ont dit mais non mais t'es bête mec, si tu vois les choses comme ça évidemment c'est nul, mais non c'est super utile votre émission. C'est vachement légitime de dire aux gens on est en galère, on a besoin de matos pour continuer à faire cette émission là, allez-y. Et du coup on s'est posé la question, la pub sur les vidéos, on a passé d'audience pour que ce soit intéressant, puis en plus avoir une pub de Invictus de Paco Rabanne juste avant une vidéo sur le féminisme. C'est plus comme ça qu'on a réfléchi au début. Voilà, au niveau de l'éthique, voilà, c'est un peu compliqué parce qu'on choisit pas les pubs et tout ça, puis même avoir un network, c'est compliqué. Surtout que sur Internet, les gens ont un rapport avec l'argent qui est très malsain. Et en termes d'image, si la personne se met à bouder les vidéos parce que ça froisse ses convictions voilà, personnelles, il va pas avoir le message qu'il y a après la pub. Donc, pas de pub. Tipeee c'est pareil. Il n'y a pas assez de personnes qui nous regardent. On va avoir 20 balles par mois, machin. Le matos, tu l'achètes dans 3 ans, quoi. Donc, voilà. Et donc, on a calculé combien il nous faudrait pour acheter le matériel qu'on nous prête. J'en ai parlé à différents youtubeurs voilà, qui sont très, très, très populaires sur YouTube. Et au téléphone, en fait, quand je leur ai dit la somme qu'il nous fallait, ils ont rigolé, quoi. Dans le sens où c'était en mais, dessous de ce que aurait... Ah ouais, mais c'est Bruce Ben Amran, il a fallu que j'attende qu'il arrête de rigoler pour continuer de discuter avec lui. Ça. Il m'a dit mais pourquoi tu fais pas un Ulule? Axelot, il m'a dit mais ta somme tu l'as en 2 heures, quoi. C'est ridicule. Enfin, vas-y, quoi. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Il s'est trompé. Mais vous êtes arrivé à peu près à combien de là en fait on est un peu au-dessus. Là on a budgétisé à 3 000 € en fait. Donc ce qui est une somme. Avec ça, on peut avoir l'équivalent du matos de ce qu'on a actuellement. En fait, on était à peu près. Voilà, c'est ça, parce il faut compter les contreparties, il faut compter la commission du LUL. On n'aura pas les impôts, parce qu'on a décidé de rester bénévole sur le point de vue social. Ouais. Donc, on a monté une association. Donc, ça nous a pris du temps et puis ça nous a coûté des sous aussi parce que c'est gratuit de monter une asso. Mais tu as la publication au journal officiel qui coûte 44 €. Et il a fallu ouvrir un compte bancaire, associatif, il a fallu prendre le rendez-vous. Ouais. C'est long, c'est relou, ça demande du temps. Voilà, tes week-ends, du coup, de les passer chez toi, tu les passes à faire des rendez-vous. C'est casse-pied. Faire le Ulule, c'est pareil, il faut créer les contreparties, machin, tout ça. Donc tout ça, c'est du temps. Et donc voilà, le projet il est là, il est en ligne. Donc s'il y a des personnes qui connaissent pas Point de vue social, qui découvrent ce soir et on les invite à aller découvrir la chaîne. Et si ça leur plaît, s'ils kiffent, il y a des soutiens à partir de 5 €. Il y a des contreparties rigolotes, il y a des contreparties sympas. Ils peuvent même venir assister à un tournage IRL avec nous si jamais ils ont vraiment envie de soutenir avec des grosses sommes. Sinon il y a des trucs vraiment très 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 petits en fait, mais faut pas qu'ils se disent que c'est ridicule et que du coup non. On a eu énormément de participation qui étaient très très petites et mis bout à bout. C'est la force d'Internet en fait. C'est comme ça que nous, a explosé le record d'Europe. C'est comme ça que Karim Debache, il a demandé 20 000 balles, il a eu 206 000 €. Enfin, c'est craqué. La force d'Internet, c'est ça, c'est que tu choisis ce que tu regardes. C'est un truc de ouf. C'est qu'à la télé, on t'impose ce que tu regardes et tu te dis, j'ai beau ne pas regarder la télé-réalité, il y aura toujours des gens qui vont la regarder. Je vais toujours m'en farcir une part à un moment donné dans la semaine. Si ça me plaît pas à moi, il y aura toujours des gens à qui alors ça va que plaire. Internet, tu as un projet que tu kiffes. Putain, je le soutiens. Je peux le soutenir, quoi. Tu regardes, c'est comme en plus, les Geek Fury, j'étais comme ça, mais prenez quand les Geek Fury ont fait leur Ulule, j'étais comme ça et tout. C'est génial d'avoir l'impression de l'emprise sur ce que tu regardes, c'est un truc de ouf. De contribuer en fait au projet. De choisir un peu les trucs qui disparaissent et puis les trucs qui restent, c'est ouf. Donc même si certains sont très très pérennes sur le net parce qu'il y a des networks derrière et que voilà, tu auras toujours du gaming sur Minecraft
et que voilà, c'est... Ce qui est pas un mal non plus, quoi. Faut juste pas que ça devienne la seule chose. Super utile. Moi, voilà. je me tape des vidéos de gaming, mais des heures et des heures. Donc, faut que ça reste. Mais c'est vrai que je suis très curieux et je suis très content qu'il y ait des vidéos type Le Fossoyeur de film, type Axelot, Y Penser, ou d'autres qui sont beaucoup moins connus, qu'on peut trouver sur la vidéothèque d'Alexandrie. Vlad Tapas, quelqu'un qui nous a composé la musique du générique, la musique globale du format classique du point de vue social. C'est ça, vraiment le thème qui accompagne les émissions standards. Il a une chaîne qui parle de musique, il a une chaîne qui parle de zététique, c'est génial. C'est pas sorcier, mais sauf que tu as un c'est pas sorcier sur absolument tous les sujets, il suffit de chercher un peu et tu as du contenu comme ça et tu peux typer, quand ils font un Ulule, tu peux les soutenir, tu peux mettre 5 balles, 10 balles, 15 balles, 100 balles, tu fais ce que tu veux, tu as de l'emprise sur ce que tu vois, c'est juste fou. Et c'est marrant ce que tu dis parce que tu dis c'est pas sorcier et c'est vrai que tu regardes maintenant la télé, c'est pas sorcier, ça n'existe même plus. Donc qu'est-ce que tu as concrètement à la télé qui parle encore un peu de culture, d'éducation, de... Et c'est pas sorcier revient sur Internet. Ils ont c'est changé pas le de même format. nom parce que je crois qu'ils ont pas eu les droits, je sais pas quoi, machin, mais c'est la même patte, c'est les mêmes gars déjà. Bon, ils ont 20 ans de plus, mais c'est les mêmes gars. Et tu vois, c'est la même patte, tu les vois, ils sont comme ça, ouais, machin, truc. Oh là là, mais comment qu'on fait pour fabriquer ça ? Voilà, du coup, si je te demande, qu'est-ce que tu as comme émission qui parle vraiment de tout ce qui va être socio, culturel, éducatif, machin, à la télévision, t'arrives plus vraiment à en citer, quoi. C'est de plus en ça se raréfie énormément. Parce que je pense que les médias en fait ont changé, ont évolué. C'est vrai que maintenant, les gens pour se cultiver vont peut-être plus facilement vers Internet, vers YouTube. Et ils ont compris peut-être que parce que YouTube ça permet des niches, ça permet vraiment de faire des émissions qui vont parler à un petit nombre, à 1000 personnes, à 10 000 personnes, et voilà. Peut-être aussi. Du clic, tu fais un tuto beauté quand t'es une meuf, tu fais des vidéos gaming quand t'es un mec, ça marche, tu fais du clic. Mais est-ce que ça t'intéresse ? Si ça t'intéresse, fais ça. Ne laisse personne t'empêcher de faire ce que tu kiffes. Si tu kiffes dire de la merde pendant 1 heure pendant que tu joues à Minecraft, vas-y, genre. Bob Lennon, c'est génial. Genre, je comprends pas comment ce mec fait pour être aussi drôle alors qu'il fait la même chose depuis des années, quoi. Il se renouvelle continuellement, il a de la vanne, du machin, du bagou. C'est un truc de ouf. Mais après, si tu fais ça juste pour être populaire et machin, faire du clic, en général, ça marche pas. La finalité, c'est triste, quoi. Voilà. Ouais. Puis, il y a Doxa qui a fait une vidéo il y a pas longtemps où il disait un truc génial, mais c'était sur une vidéo qui parlait du placement de produits. Donc c'était pas du tout le sujet, mais il disait Internet, c'est un truc de ouf. On a de l'or dans les mains. C'est un truc que les philosophes d'il y a plusieurs siècles en arrière, ils osaient même pas y rêver. Qu'on ait cette capacité de communiquer entre nous, de pouvoir échanger sur le sujet qu'on veut, de pouvoir partager, commenter, échanger. C'est un truc de dingue. Les gens se rendent pas compte en fait. C'est notre quotidien, on est sur Twitter comme ça à dire ouais machin, lol, du lolcat, du machin. Le lolcat c'est marrant. Mais c'est un truc, on a Internet. C'est juste dingue. Et c'est vrai que... il faudrait qu'on nous le retire pour qu'on se rende compte à quel point c'est fou d'avoir ça. Mais on n'osait même pas y rêver. Il y a 30 ans, on t'aurait dit il y a un truc comme ça, tu te dis mais c'est de la SF, laisse tomber. C'est une façon un peu noire de voir les choses, moi, parce que j'ai plus l'impression que justement on est sur une vague de prise de conscience et de contenu de plus en plus pédagogique, informatif. On voit, notamment on a vu avec la vidéothèque d'Alexandrie, on est sur une vague de... les gens ont un désir de vouloir s'informer, de vouloir se cultiver. Et de l'autre côté, il y a des gens qui ont envie de partager leurs connaissances. Et c'est ça. Donc... voilà, je pense qu'il y a une prise de conscience. Ces deux publics-là sont faits pour se rencontrer. Et Internet permet ça, donc c'est top. Sinon, tu serais obligé... Avant, il n'y avait qu'un seul média, c'était la télé. Enfin, la radio aussi, mais bon, voilà... Le principal média que j'avais moi quand j'étais gamin, c'était la télé, quoi. J'ai regardé le Club Dorothée, machin, tout ça, tout ce qui a fait ma culture dans les années 80-90, c'était la télé. Arrivé au collège, j'ai commencé un peu à écouter la radio, les radios libres, tout ça, machin, mais c'était des pastiches de radio libre parce que voilà, à l'époque c'était Skyrock, il y avait des trucs comme ça, Fun Radio, mais voilà, on était loin des trucs de Radio Nova, des trucs comme ça. Donc, mais là, Internet. En plus, il y a des web radios, je veux dire, avec Serwan et PA, on est sur Japan FM. Je fais de la pub vite fait, tu vois. Pierre Belmar, bonjour. Et il y a beaucoup de gens qui passent par Internet maintenant, même pour écouter la radio. Ça n'a pas de sens. Tu veux écouter la radio, tu vas sur Internet. Tu vas regarder des vidéos, tu vas sur Internet. Il y a même tout. Des chaînes de télé maintenant. C'est passionnant, Internet. Pour parler d'autre chose d'Internet, sur Internet, il y a tout. Avec Internet, on peut parler de tout.
Pourquoi tu veux utiliser un autre média? À la télé, c'est formaté. Il y a des groupes derrière, donc tu pourras pas faire ce que tu veux, machin. Sur Internet, tu pas autant d'indépendance. Tu peux pas forcément faire ce que tu veux. Ça dépend quelle plateforme tu choisis, quel format tu choisis. Mais c'est vrai que tu as une espèce de liberté qui est beaucoup plus présente que sur des médias traditionnels. Et il faut défendre ça. Il faut défendre ça. Il faut se battre. Et il faut se battre avec son index. Tu choisis sur quoi tu cliques. Et surtout, tu choisis si quoi envie soutenir. De cliquer sur des vidéos de chat, tu cliques. Moi, je clique sur des vidéos de chat, je m'en fous, tu vois. Des fois, ça me fait marrer. Mais il y a des fois, j'ai envie de voir des vidéos et de me poser. Et moi, je suis content quand tu as Fabien Fournier qui fait une vidéo d'une demi-heure sur qu'est-ce que c'est que la différence entre le cross-média et le transmédia. Parce que j'ai envie de me poser devant ma télé et de mettre l'application YouTube et de me taper un programme qui fait une demi-heure sur YouTube. Pas des vidéos de 5 minutes où toutes les 5 minutes je vais être obligé de rechercher un nouveau truc avec ma télécommande et c'est chiant parce que il y a un vrai public qui regarde ce genre de conférences filmées sur internet et c'est le genre de truc qui ne pouvait jamais passer à la télévision. Tu peux pas mettre une conférence d'1 heure, 2 heures, 3 heures, ça n'existe pas à la télévision. Non, il y aurait pas assez de... Et c'est un truc qui a connu vraiment un boom sur internet. J'ai même trouvé une chaîne, c'est un mec qui nous a été conseillé sur le point de vue social, c'est un mec, c'est juste fou. T'as des mecs qui commentent des matchs de foot, hein. T'as des mecs qui commentent des compétitions de jeux vidéo. Donc Ken Bogart, machin pour le Street Fighter. Le mec il est là, détouré, il fait ouais alors il fait un Dragon Ball, oh crois ça pas, c'est pas possible, oh, machin. J'ai trouvé un mec qui commente la chaîne parlementaire. T'as la vidéo des débats politiques, machin. Avec le même entrain. Et en direct, non quand même pas avec le même entrain, mais il décrypte en fait, il explique aux gens ce qui est en train de se passer. Là ils sont en train de voter, machin, donc là, alors lui c'est le doyen, donc voilà, machin vient de tel parti. Alors avant il a fait ça, et c'est des mecs qui commentent, enfin il y a un mec qui fait ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est que cette émission? J'ai jamais vu ça nulle part quoi. Le concept est génial. Internet, c'est dingue, c'est dingue. Et, les Geek Fairies on the web, c'est un festival sur Internet. C'est vrai que... T'as tout sur un... Quand on dit qu'il y a tout, c'est qu'il y a tout. Il n'y a pas que des tutos beauté et des émissions de cuisine, tu vois. C'est qu'il y a des trucs qu'on récupère des formats de la télé, qu'on modifie un petit peu, qu'on adapte à Internet. Mais t'as des trucs, enfin, t'as le mec qui commente les débats politiques à l'Assemblée. Quand j'ai vu ça, je fais... Non, mais c'est une super idée. Mais c'est n'importe quoi, c'est génial. C'est n'importe quoi, c'est génial. Là, il nous reste 5 minutes. On va peut-être en revenir au point de vue social et à la chaîne. Vous avez des projets pour l'avenir, pour un peu faire évoluer la chaîne? Est-ce que vous avez des projets d'innovation? Est-ce que vous avez des projets de participation Alors, pas vraiment en termes de format, à part qu'on aimerait peut-être faire plus de XXL, ça je pense qu'on est tous les deux d'accord là-dessus. Tout à l'heure. C'est tellement intéressant quoi. Le XXL en fait, comme c'est un format qu'on a fait seulement une seule fois pour le moment, peut-être qu'il y aura des petites évolutions dans, je sais pas, la durée, la manière dont on présente, dont on pose des questions, tout ça. Mais globalement, c'est vrai qu'on est assez satisfait avec les formats qu'on a actuellement. Après, ça a plus être une question de régularité. Et puis de sujets, parce qu'il y a tellement de sujets que c'est vraiment là-dessus qu'on va varier, qu'on va chercher des choses. Les personnes qu'on invite dans les XXL, c'est vraiment là-dessus en fait qu'on va il y a des gens qui attendent, hein. Il y a des gens qui sont déjà prêts pour faire les XXL. Hein. C'est comme ça, ouais, tu me dis quand tu veux que je vienne et je viens. Sur le handicap physique, sur... je voudrais faire un XXL pour parler un peu du business qu'il y a derrière le handicap physique. Donc, pourquoi un fauteuil roulant ça coûte aussi cher? Une béquille, c'est du plastique. Qu'est-ce qui se passe? Enfin voilà, c'est Johan à un moment donné pour une personne il cherchait un clavier d'ordinateur adapté à quelqu'un qui a une vue qui est très déficiente et avec des touches les problèmes moteurs en fait. Problèmes moteurs donc clavier, des touches plus grosses avec des couleurs bien visibles machin et tout. 90 € quoi le truc. C'est un clavier Play School. 80 € pour un clavier pourri. Comme ça. Enfin, je dis Play School, c'est pour la vanne, tu vois, c'est pas Play School qui fait les claviers, mais 90 €, pourquoi? Parce que voilà, c'est parce que ça y a un business derrière. Puis le mec en a besoin, il a pas le choix, donc il le prendra. Non mais c'est tellement un business qui passe par des boutiques spécialisées. C'est peut-être les seuls produits au monde que tu ne trouves pas sur Amazon. En fait, c'est vraiment c'est uniquement sur des boutiques très spécialisées qui prennent leur et les prix du coup sont fixes, c'est-à-dire tu peux comparer 10 boutiques différentes. Pas seulement par le fait que comme ce sont des pièces qui sont pas faites en grande quantité parce qu'il doit pas y avoir non plus une grande demande. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Il y a vraiment, enfin, la personne que je dois recevoir
et enfin que je recevrai peut-être parce qu'on ne sait pas Ouais. encore. Hein, Ouais, voilà, bien sûr, si on parle de l'avenir, c'est toujours incertain. c'est bien parti, mais voilà, faut jamais vendre la peau de l'ours et on ne sait pas trop s'il y aura beaucoup de gens qui vont adhérer à la chaîne. Mais voilà, il y a ces sujets comme ça, il y a des sujets sur voilà, les sourds, les choses qui sont adaptées aux sourds et aux non-voyants, dans la vie de tous les jours, sur Internet et dans la vie de tous les jours. Il y a plein de sujets, des choses très très intéressantes à dire là-dessus. D'une manière générale, je pense que le handicap a beaucoup de choses à dire sur plein de. On pourrait faire une chaîne qui parle que de ça. Pour le moment, on l'a abordé que le handicap mental, on en a beaucoup parlé. Et c'est vrai qu'il y a, en plus, hein, il y a beaucoup de formes de handicap et je pense que c'est vraiment un sujet qu'on va, on n'a pas parlé des masses, pas on n'a mal pas parlé des développer. ESAT, il y a plein de trucs qu'on n'a pas abordés. Et pareil, si tu me laissais roue libre et que je pouvais faire ça à temps plein avec nos limites pour le budget, je te ferai un reportage d'1h30 sur les pompiers. Mais... Je rêverais de faire un truc sur les pompiers pour expliquer, pompiers de Paris, pompiers de Marseille et pompiers volontaires. C'est quelque chose mais voilà, puis d'aller sur place, faire mon Roselmac pour filmer ça. Pour la chaîne, mais finalement. voilà, ça demande tellement de moyens et de trucs, donc non, ça on oublie. Non. Et on se contente à des formats plus raisonnables. Ouais. Mais voilà, donc si jamais les gens ont envie de soutenir cette initiative, voilà. Vous avez quelques jours pour le faire. Et puis on vous remercie en tout cas de partager ce projet si vous l'aimiez. Parce que si vous n'avez pas les moyens, même si vous n'avez même pas 5 balles à mettre dedans, il n'y a aucun problème. Ne serait-ce que de le partager et de parler de la chaîne autour de vous, déjà rien que ça, c'est fou. Parce qu'Internet, ça marche comme ça. Dans les vidéos, Johan, je le rends fou parce que je demande jamais à la fin des vidéos, partagez cette vidéo si vous l'avez appréciée. Parce que je trouve totalement mainstream de dire ça. Et j'arrive pas à le dire sans un petit arrière-goût d'amertume dans la bouche, tu vois. Mais c'est comme ça que ça marche sur Internet. Ouais, c'est le partage. Si tu partages pas le contenu que tu kiffes, personne ne le verra jamais. Et c'est ça qui rend quelque chose viral et qui développe l'audience d'un programme que t'aimes. Bruce, lui, il pensait, ce serait jamais devenu aussi hype s'il n'avait pas demandé à chaque fois aux gens de participer, s'il n'avait pas fait plein de caméos, s'il n'avait pas été dans plein de productions avec des potes ou des gens qui sont pas ses potes et tout ça. C'est comme ça que ce contenu est devenu aussi populaire et qu'il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent y avoir accès. S'il n'avait pas fait tout ça, son projet aurait eu beaucoup moins d'impact et ça aurait été dommage. Donc quand un projet te plaît, faut pas hésiter de le partager parce que c'est pas du spam, c'est un projet qui te tient à cœur et ton entourage va complètement comprendre ça. Donc voilà, vous avez compris le message. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à aller jeter un œil parce que, enfin moi en tout cas, mon expérience personnelle, c'est que très enrichissant et si on a des questions sur le milieu du médical, on pourra te contacter. Ouais, du coup, pas de souci. Alors voilà, si jamais j'ai cru comprendre que tu avais déjà 2-3 contacts, mais oui, moi j'aime bien croiser les voilà. avis. J'aime bien croiser les bon, avis. Ça sera le mot de la fin. Parce qu'on me fait signe que. Il faut qu'on laisse la place. Voilà. Aux personnes qui attendent derrière. Merci beaucoup en tout cas. En tout cas, merci d'être venu et d'être intervenu. Merci toi. Merci toi. et puis voilà. Donc on va laisser la place à Hacking Social. Hacking social. Voilà. À propos de vue sociale, hacking social. C'est ça. On reste un petit peu dans la thématique. Ouais. C'est tout pour nous. Merci beaucoup. Merci. Bye.